Imaginez un homme. Il n'a plus de nom. Il a abandonné son passeport à la frontière, son identité à la porte du bureau de recrutement et son passé dans une salle froide de Marseille. Dans quelques semaines, il portera un képi blanc. Il prêtera serment dans une langue qu'il ne parle presque pas encore. Et il mourra, si nécessaire, pour un drapeau qui n'est pas le sien. Maintenant, imaginez que des milliers d'hommes font ce choix, chaque année, depuis 193 ans. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas une métaphore. C'est la Légion étrangère. Et si vous pensez la connaître grâce aux films, aux clichés, aux romans d'aventure, alors préparez-vous à tout réapprendre. Parce que la vérité de la Légion est à la fois plus brutale, plus complexe et infiniment plus fascinante que tout ce qu'Hollywood a jamais osé montrer. La question que tout le monde évite de poser est pourtant la plus importante. Comment une armée composée d'étrangers, d'hommes sans patrie, sans famille officielle, sans racines dans le sol français, peut-elle produire les soldats les plus loyaux, les plus redoutés et les plus efficaces au monde? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme quand il choisit de mourir pour un pays qui n'est pas le sien? La réponse va changer la façon dont vous comprenez la loyauté, l'identité et ce que signifie vraiment appartenir à quelque chose. Pour comprendre pourquoi la Légion génère une loyauté sans équivalent, il faut d'abord comprendre ce qu'elle demande à ses recrues et ce qu'elle leur offre en échange. Quand un homme se présente au bureau de recrutement, à Aubagne ou dans une antenne en France, il se heurte d'emblée à quelque chose d'inhabituel. On ne lui demande pas seulement s'il est courageux ou motivé. On lui pose des questions sur son vrai passé. Et c'est là que tout commence. La Légion pratique ce qu'elle appelle officieusement la déclaration sur l'honneur. L'homme peut mentir sur son nom. Il peut choisir une identité déclarée. Il peut effacer ses dettes, ses crimes, son histoire personnelle. La France lui offre une page blanche, mais en échange, elle exige tout. Sa disponibilité permanente, sa subordination totale, et si nécessaire, sa vie. Ce système a une logique profonde que les analystes militaires ont mis des décennies à vraiment comprendre. En offrant une amnistie de fait, une nouvelle identité, un nouveau départ, la Légion crée un lien d'une nature radicalement différente de la loyauté ordinaire. Un soldat français normal sert par devoir civique, par patriotisme, parfois par tradition familiale. Un légionnaire, lui, sert parce que la Légion lui a littéralement redonné une existence. C'est de la gratitude à l'état pur, transformée en discipline militaire. Mais ne vous y trompez pas, la Légion n'est pas une organisation caritative. Elle ne fait pas ça par bienveillance. Elle fait ça parce que cette dette psychologique crée des soldats d'une efficacité redoutable. Un homme qui n'a plus rien à perdre et tout à prouver est, dans certaines conditions, le combattant le plus dangereux qui soit. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chaque année, entre 8 000 et 10 000 hommes tentent de s'engager à la Légion. On en retient environ 1 sur 10. Ces hommes viennent de 150 nationalités différentes. Des Russes et des Ukrainiens servent côte à côte. Des anciens ennemis portent le même uniforme. La Légion a accueilli des ex-combattants de guerres civiles africaines, des anciens soldats de pays de l'Est reconvertis, des hommes qui avaient tout perdu sur tous les continents. Et pourtant, le taux de désertion est infime. La cohésion est légendaire. La première brique de l'esprit de corps légionnaire, c'est l'isolement. Dès les premiers jours au régiment, le légionnaire est coupé du monde extérieur. Pas de téléphone au début, pas de contact régulier avec l'extérieur. Le monde qu'il connaissait recule. Ce qu'il a devant lui, c'est uniquement ses camarades, ses sous-officiers, l'entraînement, la fatigue, la douleur. Et dans cet isolement, quelque chose se produit. L'identité individuelle se dissout lentement dans une identité collective. Ce processus n'est pas accidentel. Il est voulu, structuré, affiné sur des décennies de pratique. Les psychologues militaires appellent ça la cohésion primaire, le lien qui se crée non pas autour d'une idéologie ou d'un pays, mais autour des individus eux-mêmes. Je me bats pour lui, il se bat pour moi. Nous sommes la même chose. Comparez ça avec une armée nationale ordinaire. Un soldat américain ou français rejoint l'armée avec déjà une identité nationale forte.
Sa loyauté est partagée entre plusieurs objets, sa famille, sa nation, ses convictions personnelles. Le légionnaire arrive souvent avec une identité fracturée, parfois détruite. La Légion est la seule chose qui lui reste. C'est là que réside le paradoxe fondamental. L'absence de patrie crée une loyauté plus pure que la patrie elle-même. L'entraînement de base dure 4 mois. Son intensité et surtout sa structure psychologique le placent dans une catégorie à part. La première phase est une destruction. Pas physique uniquement, identitaire. On ne s'appelle pas encore légionnaire. On est un candidat. On porte des uniformes anonymes. On n'a pas encore de képi. On subit. Les nuits sont courtes. Les journées sont longues. La hiérarchie est absolue. Tout ce que l'homme pensait savoir sur lui-même est remis en question, brisé, réorganisé. Les instructeurs appellent ça vider le vase avant de le remplir. Puis vient la reconstruction. La langue est le premier vecteur. Tous les légionnaires, quelle que soit leur nationalité d'origine, apprennent le français. Pas seulement pour communiquer, pour penser. La langue est le code d'accès à une culture, à une façon d'être. En imposant le français, la Légion construit une communauté culturelle là où il n'y en avait aucune. Les chants viennent ensuite. La Légion est probablement l'armée qui chante le plus au monde. Ce n'est pas un détail folklorique, c'est une technologie sociale de cohésion. Quand 100 hommes de 20 nationalités différentes chantent ensemble le même hymne, ils cessent d'être 100 individus. Ils deviennent une chose unique, un organe collectif avec une seule voix. Un légionnaire qui porte le képi blanc pour la première fois éprouve quelque chose que peu d'expériences civiles peuvent égaler. Ce n'est pas de la fierté ordinaire, c'est de l'appartenance. Pour un homme qui avait perdu la sienne, c'est une force d'une puissance rare. Toute cette construction psychologique se mesure finalement à une seule chose, la performance au combat. Depuis sa création, en 1831 par le roi Louis-Philippe, la Légion a participé à pratiquement tous les conflits armés impliquant la France. Crimée, Mexique, Indochine, Algérie, Kolwezi, Bosnie, Afghanistan, Mali, Centrafrique. Chaque fois sur des terrains différents, contre des adversaires différents, dans des conditions radicalement différentes. Et chaque fois, les évaluations convergent. La Légion livre une performance constante que peu d'unités au monde peuvent égaler. Prenons Kolwezi. Nous sommes en mai 1978. Dans l'ex-Zaïre, des rebelles katangais ont pris en otage environ 2500 civils européens. L'opération dure depuis des heures. Des civils meurent. Paris décide d'intervenir. Le 2e régiment étranger de parachutistes est projeté depuis la métropole dans des délais records. En moins de 48 heures, les légionnaires sautent sur l'objectif, neutralisent les rebelles, libèrent les otages. Les pertes civiles supplémentaires sont minimisées. L'opération est saluée comme un modèle d'intervention rapide et précise. Ce qui est remarquable à Kolwezi, ce n'est pas seulement l'efficacité tactique, c'est la cohésion sous pression. Quand des hommes de 12 nationalités différentes sautent ensemble au-dessus d'une zone de combat dans un pays qu'aucun d'eux ne connaît, pour sauver des otages qu'aucun d'eux n'a jamais rencontrés, sans autre raison que l'ordre reçu et la confiance en leurs camarades, c'est là que la loyauté de la Légion prend tout son sens. Comparez ça à ce qu'on appelle le moral failure, observé dans certaines armées nationales. Des soldats qui abandonnent leur position. Des unités qui se désintègrent au premier contact sérieux avec l'ennemi. Ce phénomène est presque absent de l'histoire opérationnelle de la Légion. Pas parce que les légionnaires sont surhumains, mais parce que leur structure de loyauté est différente. Un soldat national peut fuir. Il peut se dire que ce combat n'est pas le sien. Le légionnaire n'a pas cet échappatoire mental. Sa patrie, c'est la Légion. Fuir la Légion, c'est redevenir personne. La loyauté de la Légion a une dimension contractuelle qui va dans les deux sens. Et c'est là que la France fait quelque chose que peu d'États osent faire. La France protège ses légionnaires. Vraiment. L'exemple le plus connu est la règle du sang versé. Tout légionnaire étranger blessé au cours d'une mission au nom de la France peut demander la nationalité française.
pas après 5 ans de résidence, pas après des années de procédure, au moment du versement de son sang pour la France. C'est inscrit dans la loi, c'est appliqué, et c'est un signal envoyé à chaque légionnaire en activité. Si tu donnes ton corps pour nous, nous te donnons notre pays. Ce n'est pas un slogan, c'est un contrat. Et ce contrat crée quelque chose de rare en politique militaire, une confiance réciproque. Le légionnaire sait que l'État ne l'abandonnera pas. Cette confiance est peut-être l'actif le plus précieux que la France possède au sein de la Légion. Les légionnaires vivent en caserne, souvent à Aubagne, à Castelnaudary, à Calvi en Corse, à Kourou en Guyane. La vie matérielle est simple, collective, très encadrée, mais elle est stable. Pour un homme qui errait, qui n'avait pas de toit fixe, pas d'avenir prévisible, la stabilité de la vie légionnaire est en elle-même une récompense. La Légion fonctionne comme un État dans l'État. Et pour des hommes qui avaient de perdu accès aux structures de l'État national, retrouver cette protection via la Légion est une transformation radicale. On parle souvent de la Légion comme d'une institution militaire, mais dans la réalité vécue de ses membres, elle fonctionne davantage comme une famille. Une famille exigeante, parfois brutale, avec des règles strictes et une hiérarchie implacable. Mais une famille quand même. Les recherches les plus importantes sur la motivation des soldats au combat ont été menées depuis la Seconde Guerre mondiale. Les travaux du sociologue américain Edward Shields et du politologue Maurice Janowitz, publiés en 1948, ont établi quelque chose qui reste fondamental. Les soldats ne se battent pas pour des idéologies, pour des nations, pour des dirigeants. Ils se battent pour les hommes à leur gauche et à leur droite, pour ne pas les abandonner, pour ne pas les décevoir. Cette découverte a révolutionné la compréhension de la psychologie militaire. Et si vous l'appliquez à la Légion, vous comprenez immédiatement pourquoi elle fonctionne si bien. Dans une armée nationale, la cohésion de groupes primaires coexiste avec d'autres sources de motivation. Ce conflit interne génère des hésitations, parfois des effondrements individuels ou collectifs. Le légionnaire, lui, n'a pratiquement que la cohésion de groupe. Il n'a pas de patrie à défendre dans le sens traditionnel. Ce qu'il a, c'est ses frères de régiment. Et cette simplification radicale de la structure motivationnelle crée une force de cohésion d'une intensité exceptionnelle. Des témoignages de légionnaires décrivent une dynamique commune, l'incapacité à envisager d'abandonner un camarade, quelles que soient les circonstances. Non pas parce que c'est un principe abstrait, mais parce que ce camarade est souvent la seule chose réelle dans la vie du légionnaire. Son ancre dans le monde. Comparons maintenant la Légion avec ses équivalents internationaux. La France n'est pas seule à opérer des unités composées d'étrangers. Les États-Unis permettent l'engagement de résidents permanents dans leurs forces armées. Environ 30 000 non-citoyens américains servent dans l'US Army, la Navy, les Marines. Mais ce système est fondamentalement différent. Ces soldats ont déjà une vie, des attaches, une intégration partielle dans la société américaine. Ils n'ont pas abandonné leur identité. La cohésion qui en résulte est réelle, mais d'une nature différente. La Russie a ses propres dynamiques comparables. Le groupe Wagner recrutait massivement des étrangers et des hommes avec des casiers judiciaires. Mais la comparaison avec la Légion s'arrête là. Wagner était une structure mercenaire privée, opérant sans le cadre institutionnel, les traditions et surtout la protection contractuelle que la France offre à ses légionnaires. Le Wagner de Prigojine achetait des corps. La Légion construit des soldats, ce n'est pas la même chose. Les Gourkhas britanniques constituent peut-être l'analogie la plus pertinente. Depuis plus de 200 ans, des soldats népalais servent dans l'armée britannique, formant des régiments d'élite à la réputation mondiale. La loyauté des Gourkhas est légendaire, mais elle est construite sur une base culturelle spécifique, la tradition martiale de certaines communautés népalaises, et non sur le mécanisme universel d'absorption d'hommes de toutes origines que pratique la Légion. La Légion reste unique parce qu'elle est la seule institution à produire du lien militaire fort à partir de matériaux humains radicalement hétérogènes. C'est une performance institutionnelle sans équivalent documentée dans l'histoire militaire moderne.
Il serait inexact de décrire la Légion comme une institution parfaite. Elle a ses zones d'ombre. Le premier problème est structurel. La Légion attire des hommes avec des passés difficiles. La violence, quand elle est le seul outil qu'un homme a appris à maîtriser, ne disparaît pas simplement parce qu'on l'a encadré dans un uniforme. Les cas de débordement, d'abus de pouvoir au sein de la hiérarchie, de comportements problématiques hors service existent. Ils sont gérés avec une discrétion institutionnelle que certains critiques jugent excessive. Le deuxième problème est politique. La Légion est, en dernière analyse, un outil de la politique étrangère française. Elle est projetée là où Paris décide, souvent dans des contextes géopolitiques qui font débat. L'Afrique subsaharienne est un terrain où la Légion a été engagée dans des opérations dont la légitimité a été contestée. Le légionnaire n'a pas son mot à dire là-dedans. Il obéit. Mais cet aspect soulève une question que les analystes militaires divisent. Jusqu'où la loyauté inconditionnelle est-elle une vertu? À quel moment devient-elle une abdication du jugement moral individuel? Le troisième défi est celui de la réinsertion. Après 5, 10, parfois 20 ans de service, que devient un légionnaire? La transition vers la vie civile est souvent brutale. L'identité collective qui était toute sa vie disparaît du jour au lendemain. L'homme doit se reconstruire une identité individuelle dans une société civile dont il s'est éloigné parfois depuis très longtemps. C'est une réalité que l'institution commence à prendre en compte plus sérieusement ces dernières années. Parlons maintenant de l'avenir. La Légion est confrontée à des défis nouveaux qui n'existaient pas il y a 20 ans. Le premier défi est technologique. Les guerres modernes se livrent de plus en plus à distance, via des drones, des cyberattaques, des systèmes automatisés. La valeur du combattant de contact reste essentielle, mais elle doit coexister avec des compétences techniques de plus en plus sophistiquées. La Légion s'adapte. Elle intègre progressivement des profils plus techniques dans son recrutement. Mais cette adaptation modifie inévitablement la culture interne. Et certains officiers, en privé, s'interrogent sur le risque de perdre l'âme de l'institution en la technicisant. Le deuxième défi est géopolitique. L'ère de l'intervention directe en Afrique est sous pression comme jamais. Plusieurs pays du Sahel ont demandé ou exigé le départ des forces françaises. La Légion, outil privilégié de la diplomatie française en Afrique pendant des décennies, doit se réinventer dans un contexte de rejet croissant de la présence militaire étrangère. Le troisième défi est humain. Les nouvelles générations de recrues ont des attentes différentes. La relation à l'autorité, à la hiérarchie, à la souffrance comme vecteur de croissance est moins évidente pour un jeune homme du XXIe siècle. La Légion doit maintenir son exigence sans elle, elle n'est plus la Légion, tout en adaptant ses méthodes à une réalité culturelle qui a changé. Ce qui est remarquable, c'est que la Légion a toujours su s'adapter sans jamais sacrifier son essence. Elle l'a fait après 1945. Elle l'a fait après la décolonisation. Elle l'a fait après la guerre froide. Sa capacité d'adaptation est elle-même une des sources de sa longévité. Revenons à la question initiale. Pourquoi la Légion étrangère est-elle plus loyale que n'importe quelle armée nationale? La première couche, c'est la dette. Ces hommes ont reçu quelque chose d'inestimable. Une deuxième vie. La gratitude envers une institution qui vous a redonné une existence est une force motivationnelle d'une puissance que peu de choses peuvent égaler. La deuxième couche, c'est l'exclusivité. Le légionnaire n'a pas d'autre identité à laquelle se raccrocher. La Légion occupe tout l'espace psychologique disponible. Ce monopole émotionnel crée une intensité de lien structurellement impossible dans une armée nationale. La troisième couche, c'est la réciprocité. La France respecte son contrat. Elle offre la nationalité au sang versé. Elle prend soin matériellement de ses légionnaires. Elle honore ses morts avec la même gravité que ses soldats nationaux. Cette réciprocité est perçue. Elle renforce le lien. La quatrième couche, c'est la communauté de souffrance. Des hommes qui ont traversé les mêmes épreuves, qui ont partagé la même douleur, qui se sont soutenus mutuellement au bord de leurs limites physiques et mentales, développent un lien que les psychologues comparent au lien familial. Pas à cause d'un sang partagé, mais à cause d'une expérience partagée d'une intensité exceptionnelle. La cinquième couche, c'est l'histoire.
La Légion a 193 ans. Elle a combattu sur tous les continents. Cameroun, en 1863, où 65 légionnaires ont tenu pendant toute une journée face à 2000 soldats mexicains, refusant de se rendre jusqu'au dernier. Cette histoire n'est pas un ornement décoratif. C'est un modèle de comportement transmis de génération en génération. Chaque légionnaire sait ce que ses prédécesseurs ont fait. Et cette connaissance crée une obligation. Ne pas démériter, ne pas briser la chaîne. Voici ce que la Légion étrangère nous apprend sur la nature humaine. Elle nous apprend que la loyauté n'est pas une vertu naturelle. C'est une construction. Elle se fabrique. Elle se cultive. Elle nécessite des conditions précises, une architecture institutionnelle, un investissement humain constant. Elle nous apprend que l'identité nationale n'est pas un prérequis à la loyauté militaire, que le lien le plus fort ne passe pas nécessairement par le partage d'une histoire ou d'une langue maternelle, que la souffrance partagée, l'objectif commun, la structure de confiance réciproque peuvent créer une appartenance d'une intensité supérieure à celle que génère la nationalité. Elle nous apprend que les institutions qui fonctionnent vraiment sont celles qui tiennent leurs promesses, pas celles qui parlent le mieux de leurs valeurs, celles qui les incarnent dans des actes concrets, répétés, vérifiables. Et elle nous apprend quelque chose de plus dérangeant. Certains des soldats les plus efficaces et les plus loyaux de l'histoire militaire moderne étaient des hommes sans pays, des hommes que leur société d'origine avait marginalisés, rejetés, parfois condamnés. Et c'est précisément cette marginalité initiale qui a rendu possible une loyauté totale. C'est un paradoxe difficile à accepter pour ceux qui croient que la loyauté naît nécessairement de la patrie et de la tradition. La Légion démontre que la loyauté peut naître du vide, qu'elle peut être construite à partir de zéro, sur un sol humain dévasté, par une institution qui sait ce qu'elle fait et qui respecte ce qu'elle demande. L'homme qui est entré sans nom dans le bureau de recrutement de Marseille en est sorti avec quelque chose qu'il n'avait plus. Un avenir, une appartenance, un sens. Il portera le képi blanc, il chantera en français. Il se battra pour la France. Pas parce que la France est son pays, parce qu'elle est la seule chose qui soit vraiment à lui. Et dans ce monde fracturé où l'appartenance est de plus en plus fragile et les identités de plus en plus disputées, c'est peut-être la leçon la plus importante que la Légion étrangère nous offre. Pas une leçon militaire, une leçon humaine. Ce que la Légion étrangère a accompli en 193 ans d'existence, aucun livre de management, aucune théorie de leadership n'a réussi à le reproduire dans un cadre civil. Elle a résolu un problème que la plupart des institutions considèrent insoluble. Comment créer un engagement total chez des individus qui n'ont aucune raison naturelle de s'engager? La réponse de la Légion n'est pas une formule magique. Elle est faite de rigueur, de réciprocité, de temps et d'une compréhension profonde de ce que les êtres humains cherchent vraiment quand ils ont tout perdu. Ils ne cherchent pas la gloire. Ils ne cherchent pas l'argent. Ils cherchent un endroit où ils comptent. Un endroit où leurs actes ont du poids. Un endroit où quelqu'un, à leur gauche et à leur droite, remarquerait leur absence. La Légion leur donne ça. Et en échange, ils lui donnent tout. C'est le contrat le plus ancien, le plus simple et le plus efficace de l'histoire militaire moderne. Et tant que des hommes auront besoin d'appartenir à quelque chose, la Légion étrangère continuera d'exister, continuera de recruter, continuera de transformer. Un képi blanc à la fois.